Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 54e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver malgré un week-end très mitigé pour nos équipes de rugby, mais pas pour les fabricants de téléphones qui vont pouvoir profiter de la frustration de certains supporters bordelais pour faire gonfler leurs chiffres pour ce Black Friday. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Yann. Salut mon Cyril. Ouais, j'ai eu un moment de grosse frustration, tu vois, donc c'est mon téléphone qui a payé le truc, quoi. Et mon pied aussi, parce que j'ai chuté dans un truc. Je me suis fait un bleu au pied, quoi. Ah bah parfait, donc, du coup t'es sans téléphone et boiteux en plus. Pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait Yann m'a envoyé un message dimanche matin. Moi je m'étonnais de ne pas avoir de commentaires devant le match des espoirs ou devant le match de l'équipe de France samedi soir. Et puis dimanche matin je reçois un petit message. Désolé, je réponds que maintenant, j'ai pété mon téléphone sur la fin du match de Pau en le jetant. Donc pour ceux qui veulent voir la tête du téléphone de Yann, ça se passe sur Twitter, il est en 1000 morceaux. Peut-être que tu pourras t'en racheter avec le Tipeee, parce qu'on a eu du coup une contributrice cette semaine avec Armel qui nous écoute sur ses trajets pour aller bosser à l'hosto. Donc un grand merci déjà à Armel, et puis on te souhaite bien du courage pour le boulot. On vous rappelle que du coup le lien vers le Tipeee est disponible en description. Comme vous le voyez, le titre est volontairement un peu humoristique. En tout cas, on remercie Greg de la page Rugby Tuesday sur X, le roi des compos, pour le nom, et tous ceux qui ont participé sur Instagram, sur Twitter. On a reçu beaucoup de propositions à base de jeux de mots autour de Pau. On s'est régalé. Mais manque de peau, c'est Greg qui a été sélectionné par Twitter, parce qu'on fait le sondage là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos suggestions. Je crois que la deuxième finaliste, c'était Dîner aux chandelles, référence du coup au match de vendredi et du style de jeu palois. Côté podcast, on vous recommande d'écouter Corero Rugby, K-O-R-E RO. C'est avec Ludovic qui était venu un peu plus tôt dans la saison, et il a reçu Blair Connor. Il passe une petite heure avec Blair pour parler rugby. C'est sorti la semaine dernière et c'est très très cool, et justement c'était aussi dans le cadre de France-Australie. Et il y a aussi Rugby Physio qui vous devez connaître parce que c'est un gros podcast, qui eux ont reçu Sean Mousquet. Donc c'est super intéressant de l'écouter. Ils reviennent sur son parcours, quels skills il essaye de développer. On apprend que pourquoi pas il aimerait jouer 13 dans le futur. Ça peut être intéressant parce qu'il pourrait avoir un profil intéressant, un peu dur ou mal, ce Sean. Donc on vous conseille ces deux épisodes qui sont très cool à écouter, et qui peuvent venir compléter du coup vos écoutes sur vos trajets du quotidien, sous la douche, etc. Et je crois qu'il y a le club aussi qui a sorti son podcast avec Valentin Hutto ce vendredi. Donc voilà, plein d'écoutes en plus des UBBistes. Évidemment, on vous rappelle que pour les UBBistes, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, laissez des commentaires, laissez une note sur Spotify. Je crois qu'on est à 110 évaluations, 5 étoiles. Donc si on peut arriver à 150, ce serait grandiose, même si je sais pas exactement à quoi ça sert d'en avoir autant. Peut-être que ça nous aide sur l'algorithme et de remonter un peu dans les recherches. Donc ça peut être utile. Et puis sinon, vous pouvez aussi en parler autour de vous, aux fans de l'UBB, le mettre. Vous prenez une petite enceinte quand vous allez à Chaban, et puis vous mettez les UBBistes dans les tribunes pour en faire profiter à tout le monde. Même si ce week-end, c'est match à l'extérieur. En tout cas, on va commencer par revenir sur cette défaite face à la section paloise. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner le match. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment, quoi. Et l'UBB recevait la section paloise en match avancé de cette 10e journée de top 14 vendredi soir, et tout va très très mal commencer puisque l'ancien de la maison, Lexo Kolashvili, va inscrire un essai entre les perches dès la 2e minute, alors que les Bordelais ont manqué leur dégagement par Valentin Hutto. Heureusement, nos Bordelais vont vite recoller au score grâce à une action conclue par Cameron Woki, mais de nouveau, notre équipe va avoir du mal à se dégager, et ce sera globalement le cas pendant toute cette première mi-temps, ce qui va permettre aux Béarnais de prendre
3 points régulièrement, alors que Gaëtan Barlow, lui, de son côté, conclut un bon ballon porté, et on est déjà à 12-10 à la 14e, puis 12-13 pour les Béarnais, avant que Marco Gazzotti inscrive le 3e essai girondin. Mais avant la mi-temps, on a Axel Desperes qui trouve Grégoire Harfeuil sur un petit bijou de coup de pied, très bien senti, pour permettre aux leurs de reprendre l'avantage avant la pause, 19-23, après la transformation de Desperes. Après la pause, les Verts et Blancs prennent les devants avec Facundo Issa qui marque en force et donne 9 points d'avance. Mais comme depuis le début de la saison, nos Bordelais vont réagir et revenir grâce notamment à Romain Buros qui trouve la faille en bout de ligne et va s'en suivre une pénalité béarnaise, puis de nouveau un essai bordelais avec Pablo Huberti à la 70e. Mais nos joueurs ne vont pas réussir à repasser devant et échouer à un tout petit point qui a valu un téléphone portable à Yann. Score final 33-34. Victoire donc de la section paloise. Bonus défensif de l'UBB. C'est une maigre consolation, mais comme pour toutes les défaites, on va commencer avec les points positifs. Et avant de commencer les points positifs, comme d'habitude, un petit mot sur la section. Yann ? Ouais, très belle équipe de la section. De toute façon, on l'avait évoqué à l'avant-match, une équipe qui est un peu la bonne surprise en fait de ce début de saison avec des très très bons joueurs. Et c'est vrai que les hommes de Piccheroni sont venus avec une stratégie bien définie. Et ils l'ont bien respecté, que ce soit la chasse sur les ballons hauts avec leurs deux ailiers qui sont très performants, Grandidier et Harfeuil. Le jeune Desperes aussi en 10 qui s'en est plutôt sorti, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas leur destitut qui est Simons. Et donc lui, il a mis le moindre point qu'il a fallu au pied. Il a fait ses petites diagonales magnifiques. Donc voilà, ils ont tout fait pour gagner un match à l'extérieur, c'est-à-dire être efficace quand ils rentrent dans les 22, prendre les points, être ultra discipliné, ultra même en deuxième mi-temps parce qu'ils ont eu 0 pénalité. Mais voilà, tous les petits ingrédients. Il y a peut-être la conquête où alors leurs touches ont été bonnes, mais parfois en mêlée et surtout dans les impacts qu'ils ont. Mais ça, c'est un peu les points positifs qu'on va pouvoir retirer. Mais voilà, ils ont fait un match, le match parfait qu'il fallait faire à l'extérieur. Ils sont pas sortis un peu de leur schéma tactique et ça a payé. Donc ils viennent gagner chez nous. Donc voilà, ça fait une belle victoire pour eux. Donc c'est des vrais candidats au top 6. Là, ils peuvent plus se cacher maintenant, surtout avec les joueurs qui sont absents et qui vont revenir. Enfin voilà, il y a une vraie belle équipe. J'ai hâte de les voir aussi en Champions Cup parce qu'ils sont dans notre poule. Donc je crois qu'ils vont affronter probablement Northampton, à mon avis. Donc ouais, j'ai hâte de voir un peu leur parcours en Champions. Ouais, c'est une équipe qui franchement régale depuis le début de saison. Là, il en manquait du coup quand même quelques mecs, mais derrière, c'est vrai que c'est très très fort. Et tu te dis qu'il manquait quand même à Tissogbe, par exemple, ouais, qui aurait pu compléter. Mais dans les airs, ils nous ont fait très très mal. Le match parfait à l'extérieur, discipliné, grosse conquête, notamment en touche. Tu l'as dit, même si devant, on aurait pu être plus dominant encore, mais on a perdu quand même des mecs assez tôt. En tout cas, le stratège Stanis Baratheon et Sébastien Piquet-Rognès a fait le match qu'il espérait faire. Ouais, mais tu sais, il apprend bien parce que, enfin, c'est un très bon coach qui a développé un projet depuis plusieurs années. Je me souviens, tu vois, tu sens qu'il apprend même dans les défaites parce que l'année dernière, quand il est venu à Chaban, on l'avait secoué en fait sur l'occupation. Et du coup, il avait vraiment souligné ça en disant que Bordeaux nous avait étouffé avec cette occupation. Et là, c'est inversement. Hein, c'est eux qui ont, avec ces coups de pied tactiques, qui nous ont pris en l'air, qui nous ont dominé dans ce secteur-là et qui sont restés dans notre camp par moment, notamment en deuxième. Et puis surtout quand il fallait marquer, ils ont pris les points. Tu vois, ils ont pas tenté de partir en pénal touche ou voilà, ils ont pris tous les points qu'il fallait et finalement ils avaient toujours ce petit matelas. Je pense notamment à cet essai qu'on prend en deuxième mi-temps qui nous a fait vraiment très très mal au tout début. Donc voilà, ouais, très 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 bon match de la part des Palois. Ouais, bon, ça en tout cas, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire
la grosse prestation. Après, il y a aussi des choses à dire du coup côté bordelais. Mais d'abord, les points positifs, pardon. Toi, tu mettrais quoi en avant, Yann? Mais finalement, même si je trouve que même, tu vois, parce que j'ai vu que le petit bureau avait sorti les stats du match et tu vois qu'on est à 75% en mêlée et je crois qu'on est à 85% en touche. Mais finalement, je trouve que notre pack c'est plutôt bien comporté, même très bien comporté. Parce je crois qu'on est à 75% en mêlée, mais il y a cette pénalité que prend Poirot et finalement c'est un peu du 50-50. Enfin pour moi c'est pas forcément Poirot qui lâche la liaison, mais bon. Mais je trouve que en conquête de manière générale, on a été plutôt dominant, même physiquement. Les portées, on a avancé. Les impacts dynamiques, on a avancé. On les a mis pas mal en difficulté. Hein. C'est pas pour rien qu'on a marqué 5 essais et au début, on a marqué au moins 2 essais où c'est des gros entre Barlow qui fait se porter, Woki qui est au relais de Barlow. Donc voilà, je trouve qu'on a été nos gros ont fait le taf. Et après, bon, on en parlera dans les points négatifs, mais le truc, c'est que forcément, au début du match, on avait des joueurs qui après n'étaient plus là en fin de match. Et je pense notamment aux 34 premières minutes de Gazzotti. Je pense que sa sortie nous fait énormément de mal parce qu'en fait, il a été très dominant. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il impactait, que ce soit en défense, en attaque. Et c'est vrai que là, sa sortie nous a un peu désorganisé parce qu'après derrière, eh ben, on n'a pas des mecs aussi forts que lui pour porter le ballon, quoi. Pour moi, c'est le tournant du match. Hein. C'est-à-dire que et tu te prends du coup un essai aussi derrière, alors qui est pas forcément lié à Gazzo parce que c'est plus sur des ballons hauts et le jeu d'attaque de Pau. Mais c'est vrai que derrière, en fait, tu gagnes beaucoup moins tes collisions. Il te manque ce gros porteur qui te mettait dans l'avancée. Même si on a eu d'autres joueurs qui nous ont mis dans l'avancée, comme un Van Rensburg, que j'ai trouvé vraiment bon dans ce rôle-là. Mais en fait, devant, il te manquait ce profil-là. Ah, c'est ça, c'est ce qui fait dire que le match, en fait, finalement, on sait qu'est-ce qui nous a manqué pour arriver en fait à gagner. Et tu vois que cette notion de porteur devant, même si collectivement on s'en est bien sorti, il te manque voilà ce poids qui fait que tu vas gagner les derniers mètres, que tu vas faire reculer la défense paloise et qui va être pénalisé, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu subi là-dessus. À la sortie de Gazzotti, même si on a d'autres joueurs qui sont plutôt bien comportés. Hein. Moi, si on parle toujours de la conquête, je trouve que Gaëtan Barlow a fait un match qui était vraiment énorme. Il avait énormément d'activité. Il a fait que plaquer. Il a porté le ballon. Ses lancers étaient plutôt propres. Je pense qu'il loupe un ou deux lancers, mais alors les lancers qu'il loupe, il y a une fois c'est Jolmes qui est dans la zone de saut, donc là il y a rien à dire. Hein, c'est un bloc saut. Et après je sais plus ce que c'est, si c'est pareil un contre. Ouais, c'est pareil, c'est au même moment, c'est en fin de match où les deux lancers du coup qui coûtent un peu ce pourcentage en touche et surtout qu'il a joué 80 minutes, il a joué tout le match pour un talonneur, c'est quand même assez exceptionnel puisque Christian Everitt qui aurait dû faire sa première n'a pas joué, mais c'est vraiment 80 minutes de grosse intensité comme tu l'as dit, disponible, plaqueur et même qui avance à l'impact, donc franchement il est récompensé en tout cas par son essai. Ouais, et puis et en défense, c'est vrai qu'il a énormément de plaquage dominant. Franchement, ouais, je suis vraiment content parce que c'est un joueur qui a été un peu décrié en ce début de saison, alors que c'est pas évident. Hein. C'est un nouveau du club, enfin c'est un nouveau dans le club. Il a passé 10 ans à Castres, qui est pas du tout la même structure, le même jeu, les mêmes habitudes de ville. Enfin voilà, il y a tout à reconstruire. C'est un joueur qui a 28 ans, donc voilà, il y a quand même un gros changement à venir. À Bordeaux, notamment dans le système de jeu, et c'est normal de mettre quelques temps pour s'acclimater à ça, et je suis vraiment content parce que là on a quand même 3 talons, donc un talon qui international qui est la mode qui a fait une belle prestation ce week-end, enfin une belle rentrée, et on a Barlow qui commence à devenir très intéressant, et puis après on a ça en numéro 3, jeune, qui est aussi performant, donc voilà, on arrive à amener de la profondeur à ce poste, et je suis très content que Barlow revienne au niveau du Barlow qu'on connaissait, quoi. Ouais, mais ça, on avait peu de doutes. Non, c'est vrai mais que bon. c'était un peu blessé, qu'il y avait la phase d'acclimatation. Donc bon, en tout cas, c'est de bons présages pour la suite. Un autre qui a aussi très bien joué, encore une fois, et pour le coup, il enchaîne lui aussi les bonnes prestas, c'est Kamonoki.
Ouais, alors lui, c'est comme s'il avait jamais bougé. Autant le Cameron Wauquiez du Racing était vraiment en difficulté. Là, moi, je retrouve le Cameron de l'UBB, en fait. C'est-à-dire que là, il a quand même, il faut savoir qu'il a eu une semaine qui était clairement tronquée. C'est-à-dire qu'il est arrivé mercredi soir. Il a dû faire jeudi l'entraînement et vendredi soir, il joue un match de haut niveau top 14 et il va faire tout le match quasiment. Tout le match, je pense. Donc peut-être qu'il a manqué un peu de... je sais pas... je dirais dans les renvois et peut-être sur les touches en contre, il avait pas le niveau qu'il a d'habitude, mais ça je pense que c'est collectivement peut-être qu'il fallait se retrouver et comme il y a une semaine tronquée, ça a été un peu compliqué. Par contre dans le jeu, je le trouve de mieux en mieux, tu vois. Dans notre stratégie de 1-3-3-1, quand il prend la ligne des 15, il est vraiment très intéressant et plusieurs fois il a avancé parce qu'il a des cannes terribles. Il relaie bien le jeu offensif entre trois quarts et gros, donc ouais, vraiment, je suis vraiment content de Cameron et il arrive et j'ai pas l'impression que tu vois son seuil de performance, enfin son niveau de performance diminue, tu vois, avec la fatigue. Non, il arrive toujours à garder ce haut niveau. Par contre, ouais, quand il va se reposer, quoi, parce que je pense que contre Montpellier, ça se trouve il va enchaîner parce qu'on est à poil. Et après t'as les Bulls, il va être extrêmement important. Peut-être aux Scarlets, j'espère, parce qu'il faut quand même qu'ils prennent des vacances avant de la fin de l'année. C'est obligatoire, à mon avis. Faut qu'il pose ses RTT, comme tout le monde. Non, mais c'est ça, ouais, c'est obligatoire. Faut qu'il solde ses congés. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais comme tu dis, il n'y a pas trop le choix. On va pas non plus le plaindre d'être sélectionné à Marcoussis dans la liste élargie. Mais c'est vrai que là, il commence ça bosse. Ça bosse dur, quoi. Autre point positif que tu voulais mettre en avant? Alors, autant ça va être un point négatif sur le système défensif et notamment la circulation, mais je trouvais que sur l'âme, on était pas mal. On a fait beaucoup de plaquages dominants. Donc ça, c'est assez intéressant. Et finalement, on finit à 90% de plaquage, si j'ai bien vu les stats qu'on donnait le petit bureau. Donc c'est bien. C'est même très bien. Et même un autre secteur où c'est aussi très bien, c'est la discipline. Parce qu'en fait, on finit la partie, alors c'est assez frustrant, hein, mais on finit la partie à 9 pénalités, quoi. Ce qui est très bien, quoi. Ouais, ça je pense que on va y revenir juste après parce que du coup pour moi la discipline, certes que 9 pénalités, mais pour moi c'est plus lié à l'arbitrage qui laissait beaucoup jouer et qui a pas forcément tout sifflé. Mais par contre moi la discipline c'est plutôt un problème dans l'attitude avec l'arbitre. Ça, je suis d'accord. Donc ça, on à part si tu veux compléter là-dessus, mais non, mais ça, je suis d'accord. Mais en fait, en stade brut, finalement, oui. Alors, ce qui a été marquant en fait, c'est parce que ou peut-être là où je me suis énervé aussi, hein, j'ai dû crier d'ailleurs, c'est il y a 3 fois on s'isole un peu là et on perd le ballon. Alors, notamment dans les ballons d'attaque dans les 22. Alors, c'est vrai que toutes les fautes sont pas similaires. Je pense que Barlow là s'isole vraiment. Après, entre Wauquiez, sur une action sur Wauquiez et après il y a un ruck, on se fait gratter. Bon, là c'est un peu limite. Et pareil pour Gailleton, ça peut siffler dans les deux sens. Les attitudes de Gailleton sont pas non plus super belles sur cette phase de jeu. Mais ce qui est frustrant, c'est ça, c'est que c'est dans les 22, c'est sur nos possessions. S'il y a du soutien, il y a pas de débat en fait. Et c'est ce qui nous a un peu manqué dans la circulation offensive, mais voilà. Sinon, globalement, le match défensif et même la discipline n'a pas été aussi cataclysmique, mais par contre, Pau a été meilleur là-dedans, quoi. C'est ça le problème. Et oui, t'as beau faire un bon match, si l'autre est meilleur, tu perds à la fin. Moi, j'ai mentionné un peu Van Rensburg. Est-ce que toi, t'as un autre joueur donc, on a mentionné Barlow, Gazzotti, Wauquiez. Si, moi, je suis content aussi dans l'apprentissage encore de Hutto. Il faut pas oublier que l'année dernière il était crabos, c'est-à-dire qu'il a quasiment jamais joué en espoir. Il a plus joué pro qu'en espoir, en top 14 qu'en espoir. Donc voilà, et là il est dans un apprentissage. C'était son premier match titulaire à Chaban. Il se gourre sur son premier jeu au pied, mais après globalement je l'ai trouvé de mieux en mieux. L'action où on marque l'essai de Buros, elle est très très belle, tu vois. Il arrive au relais. Je crois que c'est de Mathieu. Après, il fait bien jouer derrière lui. Et puis après, il y a ce dernier ruck où il fait la sautée, la belle sautée qui crée le décalage. Donc voilà, il est de mieux en mieux. Il faut qu'il s'adapte à cette vitesse. Ça reste encore un bébé, hein. Comme je le dis, hein, il était crabos. Il a même pas fait pareil. Il a jamais joué avec les U20, par exemple. Mais t'as raison, il fait des différences hein, quand même. Ça se sent dans son style de jeu qu'il va pouvoir briquer des défenses et il a fait déjà 2-3 fois. Et comme tu le soulignes aussi, c'est que
bah, il arrive à faire jouer aussi. C'est pas que je prends la gonflée et j'essaie de battre mon défenseur. C'est aussi des belles orientations de jeu et des superbes passes. C'est ça, ouais. Mais il faut rappeler que c'est une anomalie de voir un joueur comme ça à ce niveau-là. Voilà, ça arrive très très rarement. Ouais, et on reviendra juste après sur du coup son jeu au pied. Moi, c'est pas nécessairement son jeu au pied qu'imaginait, c'est plus du coup le fait que de suite on change de stratégie là-dessus. Mais on y revient dans les points négatifs. J'étairai mon propos. Mais globalement, enfin c'est quand même moi j'ai trouvé un match quand même qui était plutôt bon. Enfin en fait c'était juste un beau match de rugby avec deux bonnes équipes. Mais il y a quelques points qu'on n'a pas su régler. Mais globalement, c'était quand même plutôt un bon match de l'UBB en fait. Ouais, alors je déteste le terme de défaite encourageante, mais c'est vrai que en tout cas, il y a rien d'alarmant. Je pense que Bru a raison. La stratégie est bonne. On commence à trouver des repères dans le jeu. Voilà, ça se joue à rien finalement parce qu'on les a. Hein, on marque quand même 5 essais, ils en marquent 3. On a nos balles de match qu'on n'a pas, on a manqué d'efficacité, mais on aurait pu gagner. Si tu marques cet essai à la fin, quand tu es dans la dernière position dans les 22, bah tu gagnes avec le bonus offensif et on dit qu'on est des génies quoi. Donc parfois le rugby ça se joue à rien. Il y a des faits de jeu qui sont pas toujours en ta faveur et bon il faut faire avec. Là je pense qu'il manquait un peu de densité pour pouvoir s'assurer le truc. Mais bon, je pense qu'il y a clairement rien d'alarmant. Voilà, tu vois, c'est pas comme les non-matchs au Racing ou au Stade Français ou même parfois des matchs où on a été un peu en galère. Là, il y a eu un beau match entre deux belles équipes et puis c'est Pau qui s'est tourné sur Pau. Ouais, non mais clairement, c'est juste un peu chiant comptablement, mais bon, la saison est encore longue. Bon, on a quand même perdu, hein, donc on va quand même revenir sur les quelques points négatifs qu'on a identifiés. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Et pour commencer, moi j'aimerais commencer sur un peu la gestion du banc. Alors on était quand même très court sur pattes sur les possibilités sur le banc, mais on a quand même deux joueurs qui ne rentrent pas. Moi c'est toujours un souci que j'ai un petit peu. Et autant pour Joseph Larague, le pauvre, je comprends. Parce qu'en fait, c'est soit tu sors Jalibert, soit tu sors Romain Buros, en gros. Ce qui est quand même dur à n'importe quel moment de ce match-là, vu que t'es toujours un peu entraînard, t'es toujours à courir derrière le score en deuxième mi-temps. Mais en fait, sur le poste de talonneur, Christian Everett n'est pas rentré, il a pas fait sa première en top 14. En fait, moi, je me dis que plutôt que de faire rentrer ton deuxième talon qui est espoir en deuxième mi-temps, voire ne pas le faire rentrer du tout, mais enfin en gros soit tu le fais rentrer, il est pas dans des bonnes conditions, soit tu le fais pas rentrer et c'est quand même un acte manqué pour ton espoir et peut-être un mauvais signal, et en plus tu fais jouer un de tes cadres 80 minutes, ben pourquoi ne pas le faire commencer ton talon? Si jamais ça se passe mal, bah tu as l'opportunité de le sortir pour faire jouer ton talonneur titulaire. Et si ça se passe bien et qu'il arrive à tenir, bah, tu peux le garder jusqu'à la 30e, voire la mi-temps. Et ensuite, tu as du coup ton talonneur qui est en pleine forme. C'est un peu ça que je regrette. Ça avait été le cas aussi de Gardera, par exemple, à Castres, qui avait quasiment pas joué. Enfin, Adrien Dreux non plus. Mais pour les avants, je trouve que c'est peut-être un peu plus évident de faire ce genre de choses. Après, Gardera, par exemple, lui, il avait commencé pour un de ses premiers matchs, son seul match, je crois, l'an dernier au Stade Français. Et ça avait pas été. Il était pas là sur les ballons hauts, il avait fait des en avant. Enfin, ça a été un peu cata, mais au moins, tu as l'opportunité de le sortir relativement vite. Je me dis que en fait ça aurait pu être pourquoi pas une option. Peut-être que c'est un meilleur message aussi à passer aux espoirs où on leur donne vraiment leur chance. Voilà, je sais pas trop ce que t'en penses toi. Bah après est-ce que déjà il pense que il est apte entre guillemets. En fait, c'est peut-être juste là le truc, c'est que ils ont appelé Everett parce qu'en fait t'as une cascade de blessés et t'as Lamotte qui est en équipe de France. Alors après, est-ce qu'ils le jugent suffisamment prêt pour entamer un match de top 14 ou est-ce qu'ils se sont dit bon ben voilà, de toute façon il faut qu'on ait une première ligne de métier et donc on le met un peu sur ce banc-là et qu'il n'y avait pas forcément l'intention, à part si le match était plié,
À la limite, moi, surtout pour la première ligne des très jeunes joueurs, ce qui se fait, ce qu'on a souvent fait avec Awad, alors pas avec Awad, avec Afan, c'est que tu le fais rentrer dans des moments, tu vois, 10 minutes avant la mi-temps et 5-10 minutes après la mi-temps. Comme ça permet de faire opposer une demi-heure ton titulaire. Mais après, ta stratégie, elle peut s'entendre, même si je pense que je sais pas si Everett est encore... et si le staff juge qu'il est suffisamment prêt pour avoir une intensité top 14, qui plus est face à une équipe comme Pau. Mais voilà. Ouais, bah après, tu vois, enfin, si tu te dis qu'en fait, il n'y avait pas l'intention de le faire jouer, pourquoi tu cherches pas une autre option? On mentionnait pourquoi pas la semaine dernière de faire jouer un autre joueur à ce poste-là, je sais pas. Mais enfin moi c'est plus. Après je comprends aussi pourquoi il est pas rentré. Hein. C'est juste je me dis est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de à la fois développer ton joueur, de lui montrer que que t'as envie de le faire jouer et de pas user ton numéro 2 au poste sur 80 minutes. Peut-être voilà, c'était peut-être une petite optie à trouver, mais globalement, que ce soit pour Everett ou Larac, je comprends le pourquoi du comment de leur non-rentrée. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est toujours mieux de les voir jouer. En plus, ce qui est con, c'est que moi j'avais fait une liste des espoirs qui potentiellement jouaient avec la chance, et là, voilà, lui, il va pas être dedans, quoi. Pour rien, quoi, parce qu'il aurait pu rentrer quelques minutes. Après, Barlow franchement, il fait tellement un match costaud et t'as pas l'impression qu'il décline physiquement. Alors parce qu'en fait, il fait encore des chasses à la fin du match défensif. C'est lui qui monte sur les ailiers, etc. Donc tu vois, peut-être qu'ils se sont dit bon, mais voilà, Gaëtan est en pleine forme. De toute façon, après on va récupérer Max la semaine d'après. On le fait pousser à fond parce qu'en plus il revenait de blessure de mémoire Gaëtan, donc il avait pas joué beaucoup de matchs. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment le match qui a fait que Yannick et le staff n'ont pas fait rentrer Everett. Ouais. Un autre point négatif, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais en fait, je trouve tellement bête de s'être mis l'arbitre à dos comme ça, à toujours lever les bras, à réclamer des fautes. En fait, t'as un peu l'impression que l'arbitre, il avait autre chose de prévu ce vendredi soir, que ça le faisait un peu chier d'être là. Du coup, il sifflait rien. Il voulait que le match soit vite fini. C'est pour ça que quand on met un peu une touche 30 secondes à se mettre en place, il te siffle bras cassé. C'est pour ça aussi qu'il sifflait pas grand-chose. On l'a mentionné, il y a eu 9 pénalités concédées par l'UBB et seulement 6 par la section paloise. Il était un peu en mode me saoulez pas, j'ai autre chose à faire, arrêtez de parler et jouez vite. Et du coup, en fait, on n'a pas compris que l'arbitre était peut-être moins intransigeant que certains, parce que effectivement, dès qu'il y avait un peu des actions litigieuses, peut-être qu'il laissait un peu plus jouer. Et du coup, on se prend un bras cassé sur une touche alors qu'on arrive dans leur 22. Pareil, au niveau de leur 22 à peu près, Van Rensburg qui réclame une faute, et pénalité contre nous. Enfin, en fait, et surtout que c'est un moment du match, c'est vers 45e, 50e minute, enfin, plutôt dans un match clé où derrière, en plus, sur la touche, il me semble qu'on prend un essai pas longtemps après. Voilà, moi, mon point, c'est oui, on est beaucoup à avoir râlé sur l'arbitrage. Pourtant, est-ce qu'il était vraiment plus en faveur de Pau? Je suis pas sûr. On n'a pas tellement été sanctionné que ça. Mais en fait, c'est surtout, je trouve, nos joueurs dans l'attitude qui se sont mis l'arbitre à dos, même si l'arbitre ne devrait pas avoir autant d'émotions. Ça reste un être humain qui peut t'avoir dans le pif et du coup profiter de la moindre occasion pour te sanctionner. Non, mais c'est sûr qu'on l'a saoulé. Hein. De toute façon, ça se voyait même à ses attitudes, en fait. Tu sentais qu'en fait, on l'avait complètement énervé et retourné. Et ça, après, c'est pour ça qu'il faut jamais discuter, en fait. Il faut jamais râler, parce qu'en fait, ça agace les arbitres. Et puis après, une fois qu'ils sont agacés, forcément, c'est inconscient. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de vouloir te prendre, mais c'est-à-dire que inconsciemment tu vas moins siffler ou tu vas être moins regardant sur des phases de ruck où tu seras peut-être tu vas peut-être un peu sortir ton match et donc tu seras moins bien placé. Mais ouais, clairement ça a été une erreur et en plus de pas mal de leaders, tu vois,
Van Dresburg, il a pas à faire ça, quoi, tu vois. D'ailleurs, il s'embrouille un peu avec Barlow, où Barlow lui dit un peu de se taire, quoi, parce qu'en fait, ça sert rien du tout. En fait, Wookie, pareil, à un moment, il commence à lever les bras. Alors, je comprends la frustration parce que t'as l'impression que t'es mal arbitré et quand t'es sur le terrain, parfois t'as l'impression que tout est contre toi. Mais en fait, c'est faux parce que parfois, je sais pas moi, l'arbitre vidéo, ils ont pas remontré le premier ruck sur le troisième ligne de Palois où Caso fait une charge un peu limite là où il se tient le nez. Enfin voilà, c'est les erreurs d'arbitrage, il est de deux côtés. Par contre, clairement, il faut éviter de saouler un arbitre parce qu'après, il va moins avoir une tendance à déjà à communiquer avec toi, forcément, parce que ça c'est hyper important. Quand il y a un ruck, qu'il annonce un ruck, tu vois par exemple quand Jalibert se prend la pénalité, il a pas annoncé le ruck. Alors dans la loi, il n'y a pas écrit qu'il doit annoncer le ruck. Mais je pense que si il est pas énervé contre nous, enfin énervé, c'est un bien grand mot, hein, mais si on râle pas autant, je pense qu'il gueule un lâcher, tu vois. Et peut-être que Jalibert il lâche. Donc voilà. Donc c'est important et je pense que là nos leaders ont un peu failli là-dessus. Alors je comprends la frustration, mais peut-être que ça nous a coûté, tu vois, une pénalité qui aurait pu nous permettre de gagner ce match. Donc Ouais. attention quoi. Les 5 secondes de patience en moins sur la touche, qu'il a peut-être eu sur une touche paloise derrière, ça coûte cher. Le rouspétage de Van Rensburg, plutôt que de se prendre une pénalité, tu potentiellement gagnes cette pénalité vu que vraisemblablement il y avait faute. Peut-être que ça te met 3 points devant et 3 points sur ce match-là, ça te fait 3 points de plus au classement général puisque t'as la victoire. Mais il faut laisser le capitaine faire son taf. Tu sais qui c'était derrière toi le capitaine sur ce match? Non, c'est Poirot. Ouais, c'était Poirot, Ouais. mais on l'a pas suffisamment vu, je trouve. Non, mais je suis d'accord. Et puis surtout, c'est lui et c'est à lui aussi de dire bon les mecs, vous arrêtez de lever les bras. Enfin, tu vois, tu sentais en plus que le l'arbitre commençait à vraiment être très très agacé, quoi. Ouais. Et je pense que le tournant, c'est vraiment, t'as raison, avec Van Rensburg où il lui dit de se taire, quoi, parce que ça devait être insupportable. Son geste de la main, il le fait 4 fois en mode ultra vénère, Oui, voilà, tu sens que ultra agacé. Mais bon, pour moi, c'est un vrai apprentissage. Vraiment, laissez faire vos capitaines. Mettez-vous l'arbitre dans la poche si vous pouvez. Faites-lui des blagues comme du coin, par exemple. Mais en fait, trop de frustration. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est parce que ça traduit la frustration parce que je pense que on sentait le match nous échapper, alors que dès qu'on avait la possession, dès que on a pris les temps de jeu, parfois on arrivait à marquer, en fait. Mais à chaque fois, et c'est ce qu'on va parler après, hein, la frustration, elle est générée aussi par nos erreurs, nos sorties de camp, par exemple, qui ont été encore très compliquées, quoi. Que ce soit Ça a été galère. la réception. Et du coup, ouais, que ce soit. On peut commencer peut-être par les. Moi, j'ai envie de commencer par les coupes de dégagement par les dégagements parce qu'on l'a mentionné avec Ouais. Valentin Hutto. Il rate le premier et derrière, Pau marque entre les perches par Kolashvili dès la 2e minute. Et en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est pas nécessairement son coup de pied qui est manqué, mais c'est plus que derrière, en fait, directement, tous tes dégagements, tu les fais par ton 10. C'est directement Jalibert qui ensuite a pris tous les coups de pied de dégagement. D'ailleurs, il rate son premier, puisqu'il trouve une touche aux 22 mètres. Mais en fait, j'aurais aimé que Valentin Hutto insiste et profite de ce match pour travailler ce point-là, en fait. Certes, on a raté un, mais tu vas jamais trouver la confiance si dès que tu rates un truc, tu essayes pas de te rattraper derrière. Et en fait, on a eu du mal. Et j'aime pas du tout, et c'est peut-être parce que j'ai trop vu Maxime Lucu jouer, mais quand ton 9 fait une passe à soit ton 10, soit ton 15, pour que ce soit lui qui dégage, tu perds d'emblée 10 mètres sur ton coup de pied de dégagement. Donc moi, j'aurais préféré que Valentin Hutto insiste et persiste dans ces rôles-là. Ouais, en fait, c'est qu'on a dû se mettre dans une position, mais ça me rappelle un peu le match de Perpignan. Alors là, ça nous avait plus réussi parce que Mathieu était en pleine bourre et que il envoyait des ogives. Mais là, on oublie que Mathieu s'est blessé musculairement, donc c'est une phase de reprise. On a un match où je sais pas à quel temps il faisait, mais à mon avis, il faisait pas très chaud. Et donc du coup, voilà, je suis pas sûr que il ait la même puissance au pied que d'habitude. Et donc effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Là,
Surtout qu'en plus, Valentin n'a pas un pied, il a un très bon pied. Enfin, Il a les 2 pieds, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il continue. Bah, je pense qu'en plus, c'est clairement plus simple. Voilà, c'est clairement plus simple. Ou sinon, il faut vraiment mettre en place des stratégies pour que ton 10 soit pas sous pression, parce qu'en fait là, c'est trop téléphoné en fait. Et après, tu trouves des touches vraiment vraiment pourries. Donc, tu fais un petit train, ouais, c'est vraiment... ça. Donc là, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur ce genre d'éléments, enfin, il faut que ce soit le neuf qui prenne le pied, même si ça va un peu moins loin, même si c'est un peu moins précis. Surtout que lui, c'est un très très jeune joueur, donc alors effectivement, s'il se fait contrer 3 fois ou 4 fois, comme ça pouvait arriver parfois quand merde, j'ai oublié son prénom, mais parfois ça nous arrivait. Bon, on disait on arrête les frais, mais lui, c'est un très jeune joueur, donc forcément. Et en plus, de celui qui a le même prénom que toi ou d'un autre joueur? Non, pas Yann Lesgourg, j'ai oublié le prénom. Abadi, voilà. Abadi, Paul Abadi. Parfois, à un moment donné, il se faisait contrer 3 fois, tu vois, sur 3 sorties de camp. Bon, bah là, tu te dis, ok, on va changer le truc parce que, en fait, on va prendre des essais. Mais tu vois, j'aurais pas eu le même discours avec Martin Pagerello. En fait, moi, c'est vraiment dans l'optique de me dire, c'est un diamant à polir, c'est un mec en développement, et j'aurais aimé, en fait, que pour son expérience future, il continue de le faire. Je suis d'accord. Mais bon, peut-être un prochain match, on verra. Est-ce que, du coup, dans toute la section un peu coup de pied, ballon haut, etc., t'as d'autres points que t'aimerais mettre en avant? Du coup, les ballons hauts, alors autant les ballons hauts, les nôtres, ça a été à peu près. Je trouve qu'on a réussi à un peu plus contester, mais après, c'est vrai que eux, quand ils ont joué sur les leurs, on a été complètement dominés. Ils récupéraient à chaque fois, ou sinon c'était un ballon tombé et après sur le deuxième le rebond, c'est eux qui récupéraient. Ouais, ils ont vraiment été ultra dominants là-dessus. Comme tu l'as dit là, nos sorties de camp étaient pas très bonnes, nos renvois, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on progresse jamais. Nos blocs sauts, ils sont jamais présents. L'avantage qu'on a eu, c'est que Pau était aussi catastrophique que nous. Là-dessus, donc on a pu réinverser la pression comme ça, mais c'est vrai que ça c'est vraiment une grosse problématique, la réception des coups d'envoi, surtout qu'en plus c'est que des blocs sauts à faire, donc c'est à dire qu'il faut juste être en dessous du ballon, donc je comprends pas comment ils arrivent pas à progresser là-dessus. Est-ce que c'est pas les coups d'envoi qui sont de mieux en mieux tapés, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un mal qui concerne pas mal d'équipes, cette problématique de réception des coups d'envoi. Je sais pas. En vrai, je sais pas parce que, pour moi, c'est pas un truc de fou, quoi. C'est vraiment que de la lecture de trajectoire, quoi. Et je comprends pas comment on peut passer autant à côté. En fait, c'est ça, c'est que parfois on fait même pas sauter le bloc. Donc en fait, on gêne même pas ceux qui sautent. Et après, les liés qui se trouvent derrière ce bloc saut. Alors effectivement, les 10 cherchent à jouer entre les liés et le bloc saut. Mais c'est fou qu'on n'arrive pas à reculer un peu et à attraper. Ça me semble lunaire. Il y a des équipes qui maîtrisent parfaitement ça et c'est souvent des joueurs en fait. Je sais que Flamand est très très fort là-dessus. Et après alors il lit parfaitement les trajectoires, mais c'est vrai que c'est un gros problème. C'est un gros problème, clairement. Et tu vois, pour étayer un peu ton point sur le jeu au pied, j'ai piqué une stat qui a été montrée dans le petit bureau de ce lundi avec les récupérations sur les jeux au pied. Et en fait, tu vois que la section paloise a conservé la possession sur son propre jeu au pied 9 fois. C'est-à-dire qu'en gros, tu as eu 9 quilles, par exemple, envoyées et réceptionnées par des Palois contre seulement 3 pour l'UBB. Ce qui montre en fait que des fois, en fait, ils pouvaient gagner 20-30 mètres sur simplement des jeux au pied qu'ensuite eux conservent. Et je trouve que c'est là-dessus où on a été vraiment en difficulté. Mais je pense aussi que ça a été bien scouté par l'équipe de la section paloise qui a vu que on avait du Arthur Retière, du Chan Mousquet, même du Valentin Hutto qui sont quand même relativement petits face à du Grand Didier par exemple qui est beaucoup plus élancé, athlétique. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont ciblé. Exactement, mais tu vois, on n'aurait eu que ça, je pense qu'on aurait pu s'en sortir. Ça, tu me fais une belle transition, tu vois, parce que moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est la circulation défensive, notamment de la couverture de nos rideaux. J'ai trouvé qu'on était complètement perdus,
Pourtant, on avait des joueurs d'expérience entre Mathieu et Mathieu, il y avait du Retière, il y avait Buros, mais on a été complètement en difficulté. On n'a pas communiqué. J'ai en mémoire, et cet essai, il nous fait vraiment très très mal. C'est l'essai d'Issa en début de deuxième mi-temps, où t'as Mathieu qui loupe son coup de pied. Alors ça peut arriver, hein. Et après, on mange un 50-22 parce qu'en fait, Buros est monté aussi en même temps que Mathieu. Et donc, normalement, en fait, il y en a qu'un qui monte des deux. Et ils sont pas parlés. Et tu vois que Mathieu est après en retard. Et donc, après, on mange ce 50-22 et après, on prend des temps de jeu et après, on prend l'essai. Et pareil sur l'essai de Darfeuille avec le coup de pied des Pérez. Là, il manque un ailier en couverture. Et en fait, on a Mathieu qui est obligé de traverser le terrain. Et donc là, c'est pareil, erreur de couverture. Donc là, il y a eu un travail de fou. Après, sur celui-là, t'as quand même une grosse déstabilisation qui est amenée par le premier coup de pied palois qui est récupéré par Grandidier, je crois. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a complètement déstabilisé la couverture et qui laisse du coup les ailiers palois libres. Enfin, il y a juste, je crois que c'est Kamanoki qui traîne dans le coin, mais forcément, il peut pas suivre. Et Mathieu Jalibert qui voit le truc trop tard, forcément, et qui essaye de rattraper Arfeuil, mais tu vois, il y a eu ce décalage avant créé par déjà un coup de pied, et derrière c'est aussi Axel Despérès qui a le bon coup d'œil. Exactement, mais tu vois là, alors après j'ai pas de plan large, donc c'est un peu le problème de la télé, c'est que parfois on peut pas voir tous les placements et je sais pas où sont nos ailiers, je sais pas où est Romain, s'il est peut-être au duel aérien, mais après pourquoi il n'y a pas notre ailier qui décroche. Enfin voilà, sur celui-là, t'as raison, il y a peut-être plus de discussion parce qu'on perd ce ballon aérien. Par contre, le coup de pied de Mathieu, là, c'est clairement une faute technique. On est monté comme des idiots. Et il y a pas eu de couverture, zéro couverture. Donc ouais, on s'est mis un peu en difficulté et celui-là, je pense qu'il nous fait très très mal parce que on était plutôt pas mal. De toute façon, toute la deuxième mi-temps, on était plutôt pas mal et on prend ce essai qui nous fait mal alors que je pense qu'on aurait pu pas prendre de points aussi facilement avec ça quoi. Donc voilà, la circulation défensive a été très compliquée et c'est pas forcément des jeunes joueurs quoi. Donc ça voilà, c'est pour des erreurs de communication à mon avis. De toute façon, il y a pas mal de mecs en reprise, mais voilà, attention parce que forcément la vidéo, les mecs vont travailler. Donc alors c'est vrai que parfois le problème c'est que quand t'as les deux flèches Penaud et Louis, forcément eux ils peuvent passer de R1 à R3 en moins de 10 secondes. Donc même s'ils font une petite boulette de placement, Louis il peut facilement rattraper cette boulette de placement quoi. Ce que Retière ne peut pas faire par exemple. Oui, et puis comme tu dis, il y a quand même deux joueurs en reprise. Mousquet et Retière, ils n'ont jamais joué ensemble. Pareil avec Buros. Enfin, il y a quand même des automatismes à trouver. Et visiblement, ils les ont pas bien trouvés sur ce match-là. Tu voulais aussi mentionner l'animation derrière. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai que autant nos gros, je trouve qu'ils ont été en place. Alors même s'il manquait de porteurs avec la sortie de Gazzotti, derrière, je ne nous ai pas trouvé extrêmement fluide. Je trouve qu'il y a eu une très mauvaise communication entre nos centres et Mathieu. On était un peu à contre-temps, donc là c'est pareil. Je pense que c'est des soucis de communication et de fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Mais deux fois, j'ai Van Resburg qui me fait une passe dans le dos. Le décalage est quasiment fait et Mathieu peut pas rattraper le ballon. Donc soit parce que Mathieu est trop loin, soit parce que la passe est passée en suspension. Enfin voilà, il y a pas cette même fluidité qu'on peut avoir d'habitude et c'est dommage parce que c'était quasiment des coups gagnants. Parce que quand Mathieu arrive à prendre le ballon comme ça et que t'as Van Rensburg qui a fixé les deux premiers centres, les décalages se font assez rapidement. Donc ouais, j'ai sur certaines séquences ça a été très propre, mais d'autres on a manqué en fait de cette fluidité qui aurait pu nous permettre d'aller chercher ce point de bonus quoi. Ouais, non, complètement, c'est vrai qu'il a manqué. Après, c'est des détails, même si, tu vois, en deuxième mi-temps, on a pu marquer sur des belles actions collectives de nos trois quarts. Donc, finalement, c'est vrai que tu peux aller chercher encore un peu plus, mais on a réussi quand même à rectifier le tir en fin de match. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on a manqué de réalisme. Je pense que si c'est un peu la différence qu'on a eu avec Pau. Hein. Pau, dès qu'ils sont venus dans les 22, ils ont pris des points, quoi. Donc que ce soit par les 3 points ou marquer des essais. Nous, ça a été plus compliqué et on loupe. On se retrouve 2 ou 3 fois dans les 22 et on n'arrive pas à transformer ça en essai.
Et c'est c'est ce réalisme un peu qui va nous coûter. Mais ça, en fait, c'est plus en lien avec la structure de l'effectif. Forcément, à un moment, t'as plus Caso, t'as plus Gazzotti depuis la 34e, t'as pas Big Ben qui est rentré. Enfin voilà, il te manque tellement de mecs qui vont te faire en fait le petit plus, ce qu'a pu te faire Van Rensburg sur l'essai de Buros où il arrive à traverser, mais il manquait trop peu de gros porteurs pour pouvoir en fait déstabiliser cette équipe paloise qui était plutôt en place. Ouais, tu l'as dit, ils ont été plus efficaces, plus réalistes. Eux, ils marquent 3,8 points par entrée dans nos 22, là où nous on est à 2,4. C'est vrai qu'au début, enfin même pendant la plupart du match, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont pris les 3 points et ils l'ont bien fait. Ça leur permet d'être devant à la 80e. J'ai écouté le petit bureau et parmi les joueurs mentionnés qui ont fait un mauvais match, il y a Alexandre Priam qui a mentionné Pierre Beauchaton. Alors ça m'a pas sauté aux yeux. Je sais pas si toi t'as vu quelque chose là-dessus. Non, en plus il s'est pété assez rapidement, enfin au niveau des cervicales. Non, pas forcément. Ok. Non, pour le coup, ça m'a pas choqué. J'ai pas vu de mecs faire de mauvais matchs en fait. Tu vois, il y a pas eu de grosses ou de grossières erreurs. Ouais, moi sur les réseaux j'ai vu Barlow, mais du coup j'étais absolument pas d'accord. Oui, alors Mais là, je pense que c'est parce que t'es à la fin du match et que du coup il y a eu 2 touches manquées que vu qu'il y a une touche manquée, tu dis que c'est le talonneur et que Ah oui. alors qu'en fait c'est plutôt, en tout cas sur ligne 2, Thomas Jolmes qui compte très bien. D'ailleurs nos 2 anciens bordelais, Jolmes et Colachvili, ils ont fait quand même un plutôt gros match. Colach il en a d'ailleurs payé en saignant du crâne. Et le deuxième, c'est Jalib. Ouais, mais tu vois, voilà, En fait, j'ai vu des commentaires. Il y était pas du tout. Il était complètement à côté de ses pompes. En fait, oui, il a raté des choses. Après, j'ai trouvé qu'il avait, sur certaines phases, essayé vraiment de compenser sur de l'énergie de la défense. J'ai un souvenir où vraiment il tape à suivre, je crois, il se donne et il lâche pas son mec. Et il y a quand même des petites fulgurances où il fait des différences. Ouais, c'est sûr que il a pas été aussi complet qu'on a l'habitude de le voir en fait. C'est juste ça. Mais il a fait quelques petites scories, notamment son coup de pied et le fait qu'on n'ait pas de couverture. C'est 2 pénalités où il fait un plaquage haut et après Oui. il lâche pas le ballon. Voilà, c'est un peu un match en demi-teinte. Bon, après, il a été plutôt propre dans l'animation. Il délivre une belle passe décisive pour Buros. Il a essayé de créer des décalages. Bon, c'est comme Buros, tu vois, c'est des mecs pareils. Finalement, c'est aussi des joueurs un peu en reprise. Donc, tu vois que Buros, il a été un peu gêné dans la circulation, dans les ballons hauts. Finalement, il a pas été si dominant qu'il peut être d'habitude. Voilà, c'est des mecs. Voilà, il faut aussi qu'ils relancent la machine. Et puis, on est tombé sur des joueurs qui étaient plutôt prêts, eux. Donc, Ouais. et en pleine forme. Donc, voilà, ça arrive. Ça arrive complètement. C'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs qui ont vraiment détonné plus que ça. Et puis en plus, vu qu'il n'y avait pas Joey Carberry pour catalyser l'attention des supporters après une défaite, du coup, pas trop de commentaires négatifs sur tel ou tel joueur. Voilà pour les points négatifs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est tout bon pour moi. Bah, alors on va passer au point classement. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Et au classement, donc du coup, après 10 journées de top 14, l'UBB est tout de même 5e malgré un début de saison un peu mi-figue, mi-raisin. Après cette défaite à domicile face à la section, on reste dans les clous du top 6, ça c'est une chose. On est à 4 points quand même tout de même de la section paloise du coup, qui est à 32 points, Toulouse 34. Et devant nous, on a aussi le Stade français et Toulon. Toulon qui a pris une belle volée du coup à Paris. Ce week-end, La Rochelle qui a perdu. En fait, ce week-end, il y a eu aussi beaucoup de défaites à domicile, ce qui fait que, tu vois, un Castres a pu commencer à remonter, par exemple. C'est toujours aussi serré. Ouais, c'est un peu un mystère. J'ai pas tout vu le top 14. Je t'avouerai que j'étais un peu... T'étais sur Cdiscount pour chercher un portable. Non, mais tu vois, j'avais pas trop la tête au rugby. J'ai repris le rugby, le match de l'équipe de France quand même.
Ça va. Tu te rattrapes, t'as re-regardé le match des sports après. Voilà. Après, je me suis rattrapé. Faut pas s'inquiéter non plus, je suis pas malade. mais effectivement, il y a des résultats surprenants, hein. La Rochelle qui pomme contre Castres. En plus, Castres, on avait vu que c'était une équipe qui était en difficulté, qu'on a gagné sans. Enfin, il n'y avait pas une énorme adversité. Là, ils vont gagner à La Rochelle, donc tu vois, des résultats un peu surprenants. Toulon qui prend une volée, mais eux, ils ont pas mal d'absents. C'est assez surprenant, mais voilà. Finalement, les gens qui disent que le classement britannique, parfois ça sert à rien parce que tout le monde peut les gagner chez tout le monde, ça commence à être vrai, hein, parce que finalement, quand tu vois Castres qui va gagner à La Rochelle, c'est quand même des résultats. Pau qui vient gagner chez nous, bon, voilà. Ce top 14 va être très très compliqué, très indécis. Je sais pas. Je sais pas comment ça va finir. Voilà, il faut que nous on aille rechercher une victoire à l'extérieur, quoi. Voilà, ce qui est bien, c'est que tu as de suite l'occasion de te rattraper après un faux pas à domicile. Ce sera le MHR samedi à 14h. En tout cas, moi j'ai eu le flair parce que sur la grande mêlée, j'ai mis 4 Bordelais, 4 Rochelais et du coup les 8 ont perdu, donc ça te met bien pour la grande mêlée. Mais voilà pour le petit point classement. Si on regarde un peu les autres équipes, du coup La Rochelle complète ce top 6, ils sont à 2 points derrière nous, mais ils sont égalité avec le Racing et Bayonne, donc à 26 points. Derrière on a Montpellier et Castres, égalité à la 9e et 10e position. Clermont 11e avec 23 points et le Loup d'ailleurs qui a bien dégringolé, hein. Ils étaient bien en début de saison et là maintenant ils sont 12e avec 22 points et derrière toujours Montauban et Perpignan qui n'ont pas marqué de points ce week-end et qui enchaînent les défaites. Voilà pour le petit point de classement. On va passer de suite aux actus du club. Tous on est des petits mecs, le staff et les joueurs. Le staff et les joueurs. Et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok ? Donc on y va ! Et la première actualité, c'est que les Lions ont de nouveau gagné ce dimanche, une 3e victoire consécutive sur le score de 33-12, bonus offensif avec 5 essais de Grisé, Sissoko, Gérin, Pelletier et Bourgeois. Elles sont désormais 3e de ce championnat d'élite 1 derrière le Stade Toulousain et l'ASM Romagna qui, elles, sont invaincus, mais vont quand même finir par se jouer l'une contre l'autre au bout d'un moment. Elles étaient diffusées sur TV7, et ça c'est la grande bonne nouvelle de cette première partie de saison, c'est qu'on a désormais les Espoirs et les Lions qui sont diffusés sur TV7, sachant que leur prochain match ce sera après le match de l'UBB à Montpellier ce samedi. Donc elles joueront elles aussi Montpellier à 16h45 et que ce sera aussi sur Canal+. Donc on va pouvoir enchaîner les deux matchs et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous supporters et pour le rugby féminin qui continue d'être un peu plus médiatisé année après année. En tout cas on salue forcément l'initiative de TV7 qui diffuse après les Espoirs les Lions. Ça c'est vraiment le top parce qu'on se régale de pouvoir les voir. Et puis peut-être que Yann, tu mettras des petites vidéos des meilleures performances des Lions comme tu peux le faire avec les Espoirs et les gars de l'UBB. Yep, il faut parce que j'ai pas vu le match, donc ça y est, je vais pouvoir faire normalement les vidéos demain soir ou après-demain soir, donc je vais le faire, ouais. Il faut que je regarde ce beau match contre Blagnac, qui est quand même une belle équipe, hein. C'est quand même une équipe qui a longtemps été demi-finaliste, finaliste. Enfin voilà, ça reste une des grosses équipes du rugby élite féminin. Donc on va regarder ça. J'ai l'impression qu'on s'est bien sorti. C'était à domicile, c'était quoi ? C'était à Saint-Germain ou Ouais, c'est à Saint-Germain à domicile. Ouais, exactement. Et là, du coup, ce sera à Montpellier ce samedi à 16h45. Autre match qui était lui samedi après-midi, aussi sur TV7 du coup, qui était lui à l'extérieur au stade Rochelais. C'est les Réchelles qui se sont inclinés 29-28. Très frustrant. Parce que sentiment de grosse domination sur cette deuxième mi-temps, notamment sur la mêlée, avec un Awad et un Atouma qui ont fait vraiment le taf sur la mêlée adverse. Mais tu finis par t'incliner 29-28. C'est un peu comme au Racing. Tu passes très très proche, mais au final, tu es à
1 victoire, 6 défaites sur cette saison de Rachel. Donc, finito, on va jouer le play-down parce qu'on est à 11 points, il me semble, de la 4e place, sachant que nous, on est 5e sur site. Il reste 3 matchs, autant te dire que c'est fini. Ouais, c'est clairement fini. Ce match encore, putain, on perd le fil du match sur la fin parce qu'on prend je crois qu'on doit prendre un essai à la 75e, donc on est encore devant, et après à la 81e, on prend la pénalité d'Elissalde, le 10 Rochelet. Enfin voilà, tu perds vraiment sur la fin. Pourtant, on avait fait plutôt un match très propre. Je trouvais que nos gros ont été très forts. Alors il y avait beaucoup de mecs qui s'entraînaient avec les pros. T'as cité Awad, on avait aussi Ngembous, Jacobs qui est sorti sur blessure, mais il était là. On a Bobby Bissu, il y avait Zapedowski aussi, le second Zapedowski, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, donc et puis après t'as parlé aussi Atouma qui est rentré, qui a vraiment fait une très très belle rentrée, parce que autant on n'était pas dominant en mêlée, c'était assez équilibré en première mi-temps. Quand il est rentré, il m'a vraiment démonté son droitier. Il a réussi à passer en dessous et ça a permis avec Awad qui était costaud à droite de bien avancer. Au talon aussi, Malinowski fait son match. Non, devant on a été très costaud. Derrière on a eu un peu de mal à construire le jeu, même si j'ai bien aimé la paire de centre, toujours Gabi Bonne qui est très costaud, et aussi Georgie. Ouais, et aussi Georgie. C'était la première de Georgie cette saison, non? Ouais, je pense. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois. Il me semble. Ça m'a fait plaisir depuis le temps que j'en parle, lui, que je le vois. Donc, j'ai bien aimé, parce qu'on a pas mal souffert avec le 12 Rochelet qui nous a un peu traversé et qui était assez dense, et c'était un des rares à pouvoir le contrer physiquement. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'on se mange un peu. Je sais pas comment le match nous échappe. Après, il faut dire aussi que forcément, quand alors on avait un gros 15 type, mais après, ouais, quand il te manque du Draw, quand il te manque du Laharag, du To, du Everett, et ben en fait, il te manque un certain nombre de joueurs qui peuvent en fait densifier ton effectif et faire la différence, quoi. Donc ouais, c'est un problème. Ouais, on est à plus 7 ou plus 8, je crois, à 10 minutes de la fin, avec un pack dominant, et c'est vrai que t'as l'impression de laisser passer cette victoire qui te tendait les bras et qui met un peu fin à tes espoirs cette saison. Après, ça reste encourageant parce qu'on a beaucoup de très très jeunes. Quand je cite Malinowski, Atouma, Argenton, c'est des premières années, quoi. Donc forcément, ils vont prendre l'expérience. Je pense qu'on va être très 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 pénible l'année prochaine. Voilà. Donc ces mecs-là auront pris encore un an de plus. Je pense qu'ils vont devenir très performants. Et puis en plus, ils seront rejoints par d'autres crabos qui sont ultra performants qu'on a vu en Afrique du Sud, par exemple, Saïd, etc. Donc Favreau. Ouais, voilà. Donc je sais. Freiné. Ouais, exactement. Donc du coup, voilà, je pense qu'on va avoir une génération qui va être assez sympa, à mon avis. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir d'enjeu vraiment. Après, on va quand même continuer à regarder les matchs parce que, mine de rien, ça reste des matchs de haut niveau pour les espoirs. Est-ce que tu veux qu'on dise un petit mot rapidement sur France-Australie, en tout cas sur les Bordelais? On a des joueurs qui ont brillé, enfin en tout cas ultra content pour Nico Deporter notamment, qui a été élu homme du match. Ouais, Nico, ça y est, lui, il commence à rentrer vraiment dans une autre dimension. Il a commencé à prendre le maillot. En plus, il y a Barassi qui est assez souvent blessé. Enfin, en tout cas, il a eu une commotion, et parfois il a quelques pépins physiques, et donc il a su saisir sa chance. Donc c'est plutôt de bonne augure pour le tournoi à destination, sachant que ce qui est intéressant, c'est que il y a un joueur 12 qui était très performant au dernier tournoi à destination, qui est Yoram Moefana. Donc il y a quand même une paire qui va pouvoir se perfectionner. Donc ce serait sympa de les voir ensemble en équipe de France. Mais en tout cas, ouais, je suis très content pour lui. Même s'il aurait pu marquer un triplé, dommage sa course de 100 mètres là. Bon, j'espère qu'au moins qu'il a. Je savais pas à quoi tu faisais référence, mais oui, effectivement, c'est plus facile de marquer un essai quand l'arbitre a sifflé, forcément. J'espère qu'il a bien kiffé sa traversée du Stade de France et qu'il a bien profité du public. Ça a dû être sympa quand même. Non, mais ouais, très très grand match. Et en plus là, je l'ai trouvé plus performant encore défensivement, ce qui a pas été où il était plus discret contre les Fidji. Là, il a vraiment été dominant. Donc de toute façon, c'est un super joueur, vraiment un joueur qui
qui s'impose au niveau international. Donc je suis très 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 content. Ouais, bah, puis après on peut dire, bon, on va dire un petit mot rapidement sur tous, mais Ouais. Biel Biarré, qui est du coup été nommé pour être meilleur joueur du monde. Bon, c'est Malcolm Marx, le talonneur sudaf, qui a été élu, mais encore une fois, il envoie des caviars, il marque des essais. Là, son essai où il récupère le ballon de Damien Penaud, il fait un par-dessus qui rattrape sans rebond. D'ailleurs, ça, je suis pas sûr qu'il voulait mettre exactement le ballon dans cette zone-là, mais qui du coup lui permet d'effacer à la fois son vis-à-vis, puis ensuite sur la réception de mettre un crochet au 15 qui vient en aide. Enfin, il est à un niveau, dès qu'il a un petit espace, il arrive à bonifier ça, que ce soit pour lui ou pour offrir des essais. Mais t'as tout dit, hein. Dès qu'il est décalé, il est injouable. Et après, donc, tu lui laisses 5-10 mètres, t'es foutu, quoi. Et après, il a cette capacité, avec son pied gauche, à faire des coups de pied de recentrage ou des petits par-dessus. Ouais, il est très monstrueux, c'est une machine là-dedans. Puis pareil, quand t'as Gourg qui prend l'espace, lui, il arrive à hauteur très rapidement, et Gourg, il a pas réfléchi 10 secondes, hein. Il a vu qu'il y avait Louis, le casque rouge, bam, j'envoie une vissée, je sais que ça va aller au bout. Donc ouais, il a ce super pouvoir, mais moi, ce que j'ai adoré dans cette tournée de lui, alors ça, son super pouvoir, on sait qu'il a, mais encore une fois, il m'a attrapé le ballon sur un ballon aérien avec les bras tendus. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que visiblement, c'est un truc qu'ils ont travaillé en équipe de France et que lui, il veut développer, et il le maîtrise de mieux en mieux. Tu vois, sur cette tournée, je crois qu'il a eu 4 ou 5 duels aériens, il en perd qu'un. Donc ce joueur apprend, et s'il commence à être fort en l'air, il est toujours aussi costaud en défense, et en plus il a toujours ce super pouvoir de vitesse. Il va falloir s'accrocher pour pouvoir l'arrêter, quoi. Ouais, mais l'an prochain, il sera meilleur joueur du monde. Ah, il y a Dupont qui rentre. C'est vrai qu'il y a Dupont. Il y a Dupont Et puis il faut qu'on commence aussi à gagner plus de matchs que ça avec l'équipe de France. C'est ça, surtout. Parce que de toute façon, la tournée, là, du coup, c'est je sais plus comment la compétition s'appelle, mais du coup, il va avoir 3 matchs cet été, 4 matchs en novembre. Sauf que cet été, s'il va loin avec l'UBB, bah, il sera pas de la tournée. C'est ça, c'est le problème. Donc bon, ce sera jamais vraiment un objectif. Tant qu'il nous fait gagner le 6 Nations l'an prochain, ce sera pécable. Damien Penaud, t'en as pensé quoi, toi? Damien Penaud, là, à la différence de Louis, il a été très peu servi, mais par contre, je l'ai trouvé très bien. Toujours pareil, défensivement, je trouve que là, il s'est toujours engagé. Contre les Fidji, c'était très bien. L'Australie, pareil. Ce qui a été bien, c'est qu'il a pas mal dézonné. C'est quand même lui qui va retrouver Louis sur son aile. Il fait les bonnes courses, il est au soutien sur le premier essai des porteurs. Il donne une solution. Ouais. Donc il peut le marquer en fait cet essai. Hein. Ça dépend en fait des épaules de l'Australien. Les épaules sont tournées de son côté. Du coup, c'est Nico qui a été servi, mais il est là. Mais il aurait pu marquer un essai aussi. Donc et puis il a quand même fait un sacré match contre l'Afrique du Sud. Je trouve que il revient bien, notre Damien. Très content de le revoir à ce niveau, et notamment dans son engagement. Donc très 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 bien, moi je suis content. Après on peut faire un petit mot aussi sur Lucu qui lui est toujours pareil, hein, il est toujours en phase de reprise. Je trouve qu'il est le truc où il faut qu'il arrive à retrouver ses positions, c'est en défense. Je trouve qu'il lâche plus de plaquage qu'il ne l'habitude de le faire. Bon, c'est pas dramatique, hein. De toute façon, on ne demande pas un 9 de plaquer, mais dans notre système, parce que moi je pense toujours à nous, très important ça, parce qu'on sait que parfois il pouvait faire des matchs à 20 plaquages. Donc voilà. Oui, ce que j'allais dire, on ne demande pas un 9 de plaqué, à part quand il s'appelle Maxime Lucu et qui est vraiment un 9e avant. C'est-à-dire que exactement. Pour nous, il fait partie du pack, quoi. Donc il faut qu'il arrive à retrouver ses sensations. Bon, après, il s'est pas troué, hein. Mais il faut qu'il arrive à retrouver ses sensations. Au pied, toujours très bien. Je trouve que la conduite du jeu a été mieux. D'ailleurs, la charnière a été mieux parce que les rucks ont été plutôt propres. Les rucks ont été même plutôt rapides. Donc moi, je suis content. Là, j'ai hâte de revoir Max ce week-end. Il va nous faire un bien fou. Et puis voilà. Et puis après, on a fait. S'il joue, il va jouer, je pense. Ouais, et après, il y a du coup Maxime Lamotte pour finir. Et Max, ouais. Lui, c'est. Il est arrivé petit à petit, hein, dans ce groupe, parce que moi je pensais qu'il allait jouer contre l'Afrique du Sud. C'était Cramon qui était passé devant, mais après il a fait une bonne entrée contre le Fidji, et là, pareil, toujours aussi solide.
que ce soit sur les fondamentaux, je trouve qu'il a vraiment trouvé de la régularité cette année. Donc voilà, et maintenant il commence à être capé. Pareil, on a hâte de le retrouver parce que lui, c'est vraiment un des hommes forts de ce début de saison, qui a quand même stabilisé notre pack et notre conquête. Donc très content pour lui qu'il ait eu ces 2 sélections. Et en plus, il a remarqué là, j'ai un trou de mémoire. Non, j'ai peut-être un trou de mémoire. Non, il marque son essai. Hein. Ouais, encore, tu vois, donc très très bien. Je serais vraiment content. Oui, c'est une belle soirée pour les Bordelais. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps nous a fait très plaisir avec Louis, Nico, Max Lamotte qui marque. Donc non, c'était top. Mais c'est vrai qu'on a hâte du coup de les retrouver. Et pourquoi pas ce week-end face à Montpellier. Clairement. Je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, hein, de sentir l'odeur des merguez. Et ce samedi à 14h30, l'UBB se déplacera à Montpellier, donc en levée de rideau des Lions qui affronteront donc elles aussi Montpellier. Montpellier qui est 9e du top 14 à 4 points de l'UBB. Et pour nous en parler, on accueille Lucas qui tient la page MHR Actu sur Twitter. Salut Lucas. Salut les gars, salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de venir chez vous pour parler un peu de Montpellier, ça fait plaisir. Ouais, on t'avait eu la saison dernière en préambule de ce délicieux petit match qu'on avait eu à Chaban sous le brouillard qui s'était soldé sur un 9-6 où on est à 2 doigts de perdre le match sur un essai finalement annulé de Maël Moustin, l'ancien de la maison. Donc on espère que ce coup-ci ce sera de meilleurs présages, même si on espère le même sort finalement avec une victoire de l'UBB de notre côté. Bon, toi, c'est quoi ton ressenti un petit peu sur ce début de saison de Montpellier ? Vous êtes 9e, je crois que vous avez 2 défaites à domicile, notamment contre Clermont avec un super 7-8, quelque chose comme ça. C'est quoi un peu ton bilan, ton ressenti là au bout de 10 matchs ? En fait, c'est assez paradoxal, hein, parce que sur le plan comptable, c'est assez décevant. On est du coup 9e. Mais en fait, on n'est pas si loin que ça du top 6 finalement, hein, ce qui est l'objectif nous de la saison. Donc il y a du mieux par rapport à l'année dernière. C'est toujours poussif en attaque, mais on est solide sur nos bases, peut-être qu'on l'évoquera un peu plus loin. Mais c'est assez paradoxal, on va dire. C'est qu'on a 2 défaites, comme tu as dit. La dernière, c'était le dernier match à domicile contre Clermont. Dans un match, franchement, c'était désastreux. Il n'y avait rien qui allait. On s'est fait manger dans l'engagement. Et le premier match perdu, c'était contre Toulon, le premier match du championnat. Là, on n'était tout simplement pas prêts. Je pense Toulon, ils sont arrivés avec une équipe très très solide et on n'était tout simplement pas prêts. On était à côté de nos pompes une mi-temps entière, quoi. Et du coup, vous avez quand même pu vous rassurer un petit peu sur ce match à Perpignan où vous infligez quand même à 28-0. Ouais, première victoire à l'extérieur de la saison. Franchement, on a été bon, sans briller, toujours sans briller, mais là, pour reprendre les mots de la bite, c'est nouvel entraîneur de Perpignan. On les a ouverts en 2. Notre pack les a vraiment concassés en mêlée. On a fait glaner 4 ou 5 pénalités en mêlée. Le pack, c'est notre gros point fort. Et en fait, on s'en sert sur tous les matchs. Et là, sur Perpignan, c'est clairement ce qui nous fait gagner. Et ça fait du bien au classement parce qu'avec une défaite, on regardait plus du tout vers le haut, mais vers le bas, quoi. Surtout que tout le monde a quand même tendance à aller gagner à Perpignan. Donc c'est vrai que si t'es un peu l'équipe qui va perdre là-bas, tu te mets clairement une balle dans le pied. Donc du coup, pour arriver sur la question suivante, qui était un peu les points forts, points faibles, je me rappelle que l'an dernier déjà, tu nous avais dit que le pack, c'était quand même une grosse source de satisfaction, un peu l'assurance d'avancer en mêlée et même en conquête, vous étiez très, très correct, c'est toujours le cas. Ouais, on a une bonne conquête, bon en touche, très grosse mêlée, on l'a vu du coup la semaine dernière. En fait, sur les fondamentaux, on est solide, c'est quand il faut envoyer du jeu, quoi. Il y a du mieux par rapport à l'année dernière, mais c'est encore poussif, et c'est là qu'on travaille dessus. Le recrutement a été fait dans ce sens-là, mais c'est encore un peu compliqué. Et là, on sait encore que ce week-end, ça va être un gros combat, hein. C'est notre identité maintenant, hein. C'est clairement sur ça qu'on s'appuie sur ça en fait pour lancer notre jeu. On essaye, mais c'est compliqué, donc on se satisfait déjà d'une bonne conquête, ouais. Et tu vois, pour citer un peu les joueurs majeurs,
Tu vois, nous on connaît par exemple des Limouchi ou Léo Colli, on connaît très bien Maël Moustin, Hugo Reus, etc. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant, peut-être 2-3 joueurs un peu clés pour vous cette saison? Alors, on a eu de la chance, pour le match contre vous, on a très très peu d'absents. Je pense qu'on est l'équipe quasiment la moins impactée parce que nous, tous nos blessés, c'était les semaines avant la trêve. Et là, on a récupéré tout le monde. Il manque juste Massi Baka et Bird qui étaient en sélection avec le Pays de Galles. Ça sera les 2 gros absents notables. Après, je sais pas si Picardo, Abouladze, Japaridze, qui sont en sélection argentine et géorgienne, seront présents. Mais voilà, mais nos joueurs clés. Alors, Moustin, je vais mettre. Moustin qui, dans notre souci du jeu de 3 quarts, Moustin, c'est une vraie éclaircie, une vraie plus-value. Donc, je dis pas ça pour vous faire regretter de l'avoir laissé partir, mais c'est clairement lui qui nous fait avancer, qui est notamment très bon sur les duels aériens. En défense, il est quasiment intraitable pour un ailier. Ensuite, j'ai envie de souligner bien sûr notre capitaine, Lenny Nouchi. C'est la révélation depuis 2 ans, une vraie bouffée d'oxygène quand le club allait pas bien, enfin je veux dire vraiment pas bien il y a 3 ans. Il avance sur tous les ballons, c'est un gars. Et en plus, pour la petite anecdote, il était au collège avec moi, donc je le connais un petit peu. Et c'est un gars exceptionnel dans tous les registres du jeu, que ce soit en touche, au grattage, dans le combat, au plaquage, il est incroyable. Et allez, un petit dernier, je vais souligner, c'est compliqué de faire un choix, mais notre ligne de devant, que ce soit nos piliers ou nos talonneurs, que ce soit Wilfried Oukpatin, Baptiste Erdocio, très récemment appelé en équipe de France, ou encore Jordan Wellessé, qui, sans eux, ça serait très compliqué, quoi. Yann, toi, tu as des joueurs ou peut-être un avis général sur Montpellier? Un avis général, c'est qu'on sait à quoi on va s'attendre, hein. De toute façon, il faudra qu'on puisse résister devant pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est vrai que on l'a vu, hein, ils ont quand même un énorme pack. Par contre, ils se cherchent encore, donc comme tu l'as dit, Lucas, ils se cherchent encore, notamment dans leur système de jeu, et parfois ils peuvent clairement s'oublier. Ils peuvent passer à côté. J'ai en mémoire Montauban où ils se sauvent dans le dernier quart d'heure. Ils se sauvent le match contre Clermont où c'était très 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 compliqué. Par contre, ils sont pas loin de les gagner à Bayonne. Ils ont fait des performances comme ça qui sont quand même très très notables. Quand on sait comment c'est dur d'aller gagner à Bayonne, tu vois, ils étaient vraiment vraiment pas loin. Et puis ils ont des joueurs devant qui sont quand même très très forts. Nouchi, c'est vraiment, comme il a dit, hein, c'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Même parfois il joue au pied, tu vois. Il arrive à prolonger au pied. Je me souvenir cet essai là où il fait une petite passe décisive comme ça au pied. Non, ouais, il est extraordinaire. Donc il va falloir résister face à ce pack. Mais on peut avoir des armes et je pense que surtout ce qui va être intéressant de nous, bon on va en parler après de notre équipe, mais ça va être dans l'occupation. Ils ont Hogg qui est très fort là-dedans, mais mine de rien je pense qu'on peut arriver à déstabiliser leurs ailiers. Alors je sais pas qui va jouer, mais si c'est Maël ou Ngandebe ou je sais pas quel autre ailier va pouvoir jouer, mais c'est des joueurs qui parfois ont un peu de mal dans le remplacement, donc il y a moyen d'occuper le terrain comme ça, avec notamment certains retours qu'on va évoquer après, mais comme Max, etc. Donc, je pense que ça va être là où nous on va devoir appuyer, parce que on pourra pas les battre en mêlée pure ou sur des portées. Il faudra être un peu plus intelligent et occuper et dévier les zones d'impact, quoi. Ouais, t'es d'accord là-dessus sur le côté un peu occupation? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un petit point faible chez vous? Alors, en occupation, nous, on a. Pourtant, c'est assez paradoxal là aussi, c'est qu'on a un jeu de dépossession, comme avec notamment Miotti, Hogg, ou Banks encore, qui ont des très très gros jeux au pied. Et on s'est amélioré là-dessus, mais c'est vrai qu'on a des gros problèmes, c'est vrai, de repli défensif. Des fois, je sais pas, l'année dernière, combien d'essais on a pris là-dessus, où il y avait un énorme trou en plein milieu du terrain, et puis quand on sait les qualités qu'il y a à Bordeaux, hein, avec, je sais pas qui jouera, je pense que Louis Bielbiarré, puis Penaud seront au repos, je sais pas encore, mais bref, vous avez plein d'autres joueurs qui seront capables de s'engouffrer dans ces brèches si on n'arrive pas à se replacer correctement, et ça c'est sûr que cette faille là vous allez l'exploiter si on n'arrive pas à régler ce problème qui va mieux quand même, et si on faut encore travailler là-dessus.
Et petite question, est-ce que on a des chances, tu penses, de voir un certain joueur qui risque de revenir en Gironde l'an prochain? C'est Hugo Reuss, alors qu'il n'a disputé que 5 matchs cette saison avec le MHR, pour un total de 111 minutes, ce qui est quand même très peu. Il avait joué 52 minutes contre Toulon en match d'ouverture, puis 3 minutes, puis 7 minutes, puis une vingtaine de minutes sur 2 autres matchs. Est-ce que tu penses qu'il fait un peu partie des petits papiers, ou tu penses qu'il est un peu dans le loft et qu'on va un peu l'oublier pour la fin de saison côté Montpellier? Malheureusement pour lui, je crois qu'il a énormément baissé dans la hiérarchie. Je me demande même si Thomas Vincent n'est pas passé devant, donc en numéro 3, parce que je dirais que Miotti est notre numéro 1, Hogg numéro 2, Thomas Vincent 3 et Reuss 4. Après, il a cette chance d'être GIF. Donc, titulaire sûr et certain que non, mais 10 remplaçants, c'est pas le plus probable, mais c'est pas impossible. Ouais, puis maintenant t'as Hoggs, donc du coup, comme Bank c'est leur titulaire en 15, tu vois, tu mets Hoggs sur le banc et il peut rentrer soit 10 soit 15 suivant comment ça se passe, quoi. Donc ouais, pour Hugo, je pense que ça va être très compliqué s'il y a la Challenge Cup. Non, c'est Ouais. c'est la Challenge. Ouais, nous, c'est la challenge. Nous, ouais, ça fait 4 ans qu'on la joue, je crois. Non, ouais, il va sûrement vrai, c'est ça. il va sûrement être relancé parce qu'il va falloir reposer un peu tout le monde. Et puis, c'est dommage parce que au début de la saison, c'est lui notre titulaire, quoi. C'était, c'était lui sur qui on comptait. On voulait construire un projet autour de lui. Et puis, je sais pas. Il y a Je sais cette pas, il a du mal défaite à domicile s'adapter. contre Toulon, et le fait qu'il rejoigne l'UBB, je pense que ça n'a pas dû aider non plus à le mettre sur le devant, quoi. Surtout que ses performances sont mitigées, voire mauvaises parfois, mais il est encore jeune, et puis peut-être que dans un club comme Bordeaux, il arrivera, enfin en tout cas on lui souhaite, hein, de toute façon, dans tous les cas, il arrivera à s'imposer en numéro 2, parce qu'avec Jalibert, on pense que ça va être compliqué, mais il a du potentiel, clairement, hein. Il fait au Racing, alors il fait une action superbe où il délivre une chistera Ouais. pour Lenny Nouchi, je crois d'ailleurs, ce qui nous met dans le match à la 65e, et puis il rate la pénalité du bonus défensif à la 80e, quoi. Alors que c'est une pénalité qui était, surtout pour un joueur qu'on sait fiable comme lui au pied, qui était largement dans ses cordes, et puis en fait c'est ça qui nous fait perdre le bonus défensif, et puis parce qu'en fait quand c'est toujours pareil, hein, quand la confiance ça va pas, il n'y a rien qui va, et je pense qu'il est dans un cercle vicieux, et pour s'en sortir, il va falloir peut-être qu'il change d'air, et c'est ce qu'il pense, et pour ça qu'il part à Bordeaux, quoi. Oui, complètement. Et tu sais s'il y a un Erdosio, enfin, en gros, vos internationaux, Erdosio, je sais plus s'il a joué contre l'Australie, mais est-ce qu'ils seront là ou est-ce qu'ils seront en vacances Alors j'ai fait un petit point sur ça. Erdosio a joué le week-end dernier, donc il devrait être titulaire ce week-end. Titulaire ou remplaçant, c'est une quasi-certitude. Lenny sera là parce qu'il n'a pas été conservé. Galtier lui a pas donné sa chance. Et pour le reste, alors on a Adam Burr, notre deuxième ligne gallois qui peut jouer 4 ou 5. Il a enchaîné avec le Pays de Galles. Ah mais non, mais de toute façon il est encore en sélection. Donc non, Bird c'est sûr et certain qu'il ne sera pas là. Picardo, notre centre argentin, auteur d'une excellente prestation, notamment en Angleterre, il a joué 80 minutes, donc je ne sais pas s'il sera là. Et nos Géorgiens, nos deux piliers géorgiens, ils devraient être là aussi. Donc on a, comme je disais, en fait, on a très 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 peu d'absents nous. Eh bien, ce sera aussi notre cas côté internationaux, vu qu'on va récupérer quand même pas mal de mecs qui auraient pu être en vacances, comme Maxime Lucu, comme Nicolas Deporter par exemple, même Maxime Lamotte, mais qui sont conservés par le club. On peut passer côté UBB peut-être, à part si vous avez quelque chose à ajouter sur le MHR. Moi, c'est tout bon pour moi. Et donc vous envoyez une belle équipe quand même. Bon, c'est chouette, ça va être. Alors, c'est en tout cas ce qu'on pense, nous, de ce qu'on peut voir et en tout cas des bruits qu'on peut entendre. On sait d'ores et déjà que 3 joueurs ne joueront pas parce qu'ils sont en vacances. C'est, comme tu l'as dit, Lucas, c'est Louis Bielbiarré, Damien Penaud. Il y a aussi Martin Pagerello qui était avec l'Italie, qui lui aussi est au repos. Salédi Rayassi, par exemple, lui n'a pas joué ce week-end, donc il risque d'être là. Mais sur les autres internationaux français, je citais Maxime Lamotte, Maxime Lucu et Nicolas Deporter, eux seront normalement
disponibles. Après, est-ce qu'ils vont jouer, ça c'est une autre histoire, mais je pense qu'on va envoyer, vu le résultat de vendredi contre la Section Palace, je pense qu'on va envoyer l'équipe la plus forte possible pour faire un coup et raccrocher le wagon de tête où il y a le Stade Toulousain et la section paloise. Donc moi je partirais sur un banc, sur une première ligne, Mathis Perchaud, Maxime Lamotte et Carlou Sadi. Donc quelque chose qui ressemble pas loin de la première ligne type, modulo Jefferson Poirot qui pourrait être à gauche. Et sur le 5 de devant, je verrais bien Adam Coleman qui visiblement aurait pu être prêt pour le match contre la section paloise. Ça s'est joué à un jour ou deux près, accompagné de Cyril Cazot qui a interdiction de rater visiblement un match cette saison. Je sais pas ce que toi Yann t'en penses déjà de ce 5 de devant. Après, on peut faire difficilement mieux dans notre 5 de devant. Enfin, c'est pas loin de notre 5 type, quoi. Donc, voilà. Donc, en plus, on aura un formidable test face à une très belle mêlée clermontoise. Mais là, ouais, si on aligne ça, bon, on doit pouvoir répondre présent. Même si Coleman, ça fera longtemps qu'il a pas joué. Lamotte est peut-être encore sur son petit nuage. Mais bon, voilà, il faut se reconcentrer sur ce match. Mais en tout cas, très beau 5 de devant. C'est plus en troisième ligne. On est un peu à poil en ce moment, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais c'est sûr que la victoire de Pau nous a pas arrangé. On aurait préféré se faciliter les choses parce que nous aussi on a besoin de points. Mais bon, pour le jeu, ça va être un beau match, je pense. Les conditions, j'ai pas regardé, mais ça devrait tenir la pluie. Donc ça va envoyer du jeu normalement. En tout cas, nous on se dit que si on veut rivaliser devant, il faut qu'on ait quelque chose qui soit très proche du 5 type et même du pack type, même si, comme Yann l'a dit, on a beaucoup d'absences. On a Marco Gazzotti, Pierre Beauchaton et Étienne Jacobs qu'on a perdu ce week-end et qui seront vraisemblablement out pour quelques semaines. Ce qui fait que, si on ajoute à ça les absences de Jean-Luc Duprez qu'on n'a toujours pas vu et Lachlan Swinton qu'on n'a toujours pas vu non plus cette saison, tout comme Ipsayen par exemple, l'espoir, on commence à être un peu à flux tendu. Moi je vous propose en troisième ligne Bastien Vergne-Taillefer, Cameron Woki, et en 8 j'aimerais mettre Bobby Bissu qui jusque-là a joué avec les espoirs. Alors je sais pas s'il est sur la feuille de la LNR enregistré en tant que non-GIF, s'il est en gros éligible à ce match-là, mais j'aimerais bien le voir démarrer en 8 pour laisser en fait un peu comme Christian, enfin à l'inverse du coup de Christian Everett ce week-end, avoir la possibilité soit de le sortir si ça se passe pas bien, soit de le laisser si ça se passe plutôt bien, plutôt que en fait de l'avoir sur le banc ou comme ça avait été le cas avec Romain Gardra il y a quelques temps à Castres, plutôt que de l'avoir sur le banc et si c'est serré en fait ne jamais avoir l'opportunité de le lancer. Donc je verrais bien quelque chose comme ça et puis c'est un peu le seul gros porteur qui nous reste. Bah, c'est un peu ça, ouais, surtout. C'est que on a plus de 8 porteurs. On l'a vu on l'a évoqué tout à l'heure, hein, quand Gazzotti est sorti à 34e, on a eu quand même pas mal de mal à gagner la ligne d'avantage. Et c'est un gros coup dur qu'il soit pété. Moi, je pense qu'il peut être, je crois qu'il peut être inscrit assez rapidement, hein, Bobby. En fait, il suffit juste qu'on le déclare Duprez comme son joker médical, en fait. Et tu peux le substituer assez rapidement. Alors après, à voir si le staff va le faire. Je pense que oui, parce que là, tu as quand même pété en un week-end 3 troisième ligne. Donc à minima, je le vois quand même sur le banc. Mais effectivement, j'aimerais bien le voir titu, comme tu l'as dit. Ça, en plus, c'est un joueur qui est au-dessus en espoir. Voilà, ce serait bien de le voir. Tu prends pas non plus un méga risque. Hein. Si on perd à Montpellier, c'est pas dramatique. Tu vois. Donc on n'est pas sur une finale de Champions Cup. Donc ouais, moi ça me tenterait vraiment beaucoup, quoi. Ouais, je pense que le staff, ça doit les titiller aussi, hein, mais ils attendent le bon moment. Peut-être que Romain Gardra sera de nouveau préféré, mais sur le profil, en fait, on a que cette option-là sur vraiment un gros porteur. C'est pas du tout le même profil qu'un Romain Gardra qui lui est beaucoup plus mobile, qui ressemble peut-être plus à un Thémo Mathieu dans le style. Donc ouais, j'aimerais beaucoup le voir, d'autant que comme on l'a dit tout à l'heure, il a plutôt bien joué avec les espoirs ce week-end. Ça handicaperait encore du coup les espoirs, mais qui ne jouent plus grand-chose cette saison. À la charnière, je mettrais là du coup ce qui se fait de mieux en France en ce moment, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Ce serait que la deuxième fois, oui, après Bayonne,
Bayonne, que cette charnière serait alignée. Et si on veut se donner toutes les chances, c'est quand même ce qui se fait de mieux, quoi. Ouais, ça va nous donner un peu d'air dans l'occupation, dans la gestion du jeu. Je pense que si on veut faire un résultat, c'est important qu'on ait cette charnière, parce que forcément il nous manquera quelques mecs aux ailes, donc et en troisième ligne. Donc voilà, il faut qu'on ait cette charnière qui va pouvoir un peu gérer le jeu, et notamment l'occupation aussi avec Max. Donc ouais, hyper important qu'il soit là pour qu'on espère quelque chose. Et après, en plus, Max finalement, il a très peu de matchs dans les jambes, et Mathieu pareil, hein, il a eu 3 semaines de repos, donc c'est des joueurs qui sont plutôt frais, quoi. Ouais, ils peuvent enchaîner clairement, et même si derrière il y a la Champions, etc. En fait, gagner ce match-là nous mettrait dans une situation où on se met moins la pression, par exemple à Clermont en fin d'année, fin décembre. Mais bon, c'est pas encore fait. Lucas, je te laisserai réagir juste après quand j'aurai donné un peu la ligne des 3/4 et notre 15. Aux ailes, je mettrais un Chan Mousquet et un Salessi Rayassi. Du coup, Salessi Rayassi qui a pas joué ce week-end, et Mousquet que je demande à revoir quand même. Et au centre, Van Rensburg, De Porter, et ça me fait plutôt plaisir. C'est pas mal ça, hein, une belle paire de centres. Yoram, il revient quand, parce qu'il s'est pas entraîné cette semaine? Et il me semble que c'est les Scarlets. Ok, d'accord. Après Van Rensburg, des porteurs, c'est quand même ultra solide. On a vu que des porteurs, il commence à changer un peu de dimension, donc lui c'est pareil, hein. Quand t'as pas Louis et Penaud, voilà, tu peux avoir ce facteur X qui peut te changer un match. Rayassi, même chose. Il a fait une très bonne tournée d'automne en position de 15, mais bon, on voit qu'à l'aile il est très performant. Et puis Chan, après, en fait, ça va. Quand t'as un Rayassi à une aile et Chan à l'autre aile, mais t'as des ailiers qui sont plutôt équilibrés. C'est pas comme contre Pau où finalement on avait deux petits entre Retière et Chan, et on a été un peu en difficulté, même si je pense pas que Montpellier soit si fort que... Alors après, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais Grand Didier, Arfeuil sont très très forts dans ce secteur-là, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'on sera un peu moins en difficulté sur les ballons. Ouais, comme l'a dit Lucas, il y a aussi Moustin qui peut nous embêter, mais juste pour finir la compo, du coup en 15, je mettrais Romain Buros, et Lucas, je te laisse réagir là-dessus. Ouais, alors je pensais pas que vous enverrez une aussi belle équipe, honnêtement. Là, ça me fait un petit peu peur ce que vous me dites, hein. Surtout que Bordeaux, c'est un peu en fait l'équipe qui nous contre, quoi. Ça veut dire que ça envoie du jeu au large, et nous, c'est là qu'on est en difficulté. Mais on est la meilleure défense du championnat, c'est ça que j'ai oublié de souligner. Donc ça va être une des meilleures attaques du championnat contre la meilleure défense. Donc on va voir qui va mieux s'en sortir. Nous, la compo, ça va être l'équipe type, évidemment, hein. Il y a quand même quelques interrogations, mais comme De Porter qui a pris dimension exceptionnelle, peut-être mettre Picardo, je ne sais pas si vous voyez le 12 ou 13 argentin d'ailleurs, qui était en sélection, donc je ne sais pas s'il sera opérationnel, mais il nous va falloir une paire de centres denses pour répondre à votre paire de centres, et puis derrière, Moustin va tenir la baraque, et ça sera sûrement une Gandébé, et Banks, indéboulonnable, sera notre 15 titulaire à coup sûr. Donc ça va être deux très belles équipes, et il y a 2-3 duels à suivre. C'est dommage que Gazzotti soit absent, parce qu'on aurait eu un duel de futur troisième ligne de l'équipe de France entre Gazzotti et Nouchi. Donc juste pour ça c'est dommage, mais sinon tu l'auras peut-être ton duel de futur de l'équipe de France avec Nouchi et Bissu, du coup, hein. Dommage qu'il n'y ait pas Ipsaïen. Ouais, c'est encore un peu plus long terme. Dommage, parce que c'était vraiment un chouette duel Gazzotti-Nouchi. Peut-être au match retour, c'est vrai qu'on l'avait pas eu non plus. Alors l'an passé, on l'a pas dit, mais quand on s'est déplacé à Montpellier, on a pris une espèce de volée. Score final 46-27. Alors c'était au lendemain de la qualification en finale de Champions Cup, donc le match contre Toulouse au Matmut. Bon, on avait envoyé, je pense, la pire équipe qu'on ait pu envoyer sur la saison, la pire entre guillemets, hein, mais avec énormément de rotation. En gros, la première ligne, c'était Boniface, Laterade, Afan. Deuxième ligne, Ricard Gray. Il y avait énormément de rotation. Ducoin était en 15. Notre paire de centre, c'était Tapois et Huberti. Voilà, c'était pas l'équipe type, donc pas forcément ultra représentatif non plus. Donc on espère pouvoir faire un meilleur
meilleurs résultats que l'an passé. Ça nous permettrait de faire un petit bond par rapport aux comparaisons que nous on peut faire un peu toutes les semaines avec les résultats de la saison passée. Mais pour compléter du coup un peu l'effectif, j'aimerais bien voir Hugo Boniface sur le banc. Qu'on le voit enfin un petit peu cette saison avec Gaëtan Barlow du coup et Sipili Falatea en première ligne et sur la deuxième et troisième ligne Johnny Gray, Boris Pallu du coup pour sa polyvalence puisqu'il peut aussi jouer 6 ou 7 et Temo Mathieu pour compléter ce banc des avants avec donc du coup un banc en 6+2 et sur les deux arrières Arthur Retière qui couvre les ailes et le poste de numéro 9 et Pablo Huberti qui couvre le centre mais aussi les ailes. Je pense que ça reste assez complet. Le seul doute pour moi c'est vraiment cette troisième ligne et ce gros porteur qui nous manque à la fois sur le poste de titulaire mais aussi sur le banc. Après, je vois s'il y a Boniface sur le banc, peut-être qu'il va switcher Falatea et Sadi pour qu'on ait quand même une première ligne assez costaud sur le banc, parce qu'on sait que Boni parfois il a tendance à partir un peu en travers et quand il n'a pas un droitier qui pousse bien et qui domine ou qui est solide, il se fait assez rapidement pénaliser. Et en plus Falatea, à la limite, s'il a Coleman et Caso au cul, normalement il a juste à se gainer pour pas qu'on se fasse défoncer sur notre propre introduction. Je dis pas sur les intros de Montpellier, mais au moins qu'on arrive à stabiliser les notes, quoi, pour qu'on puisse lancer un peu de jeu. Voilà pour cette compo de l'UBB et ce petit point du coup sur le MHR. Lucas, merci beaucoup d'être venu nous présenter ton équipe. On rappelle qu'on peut te retrouver sur la page Twitter MHR Actu. On te souhaite du coup un très bon match samedi, mais pas trop. T'es confiant quand même ? Je suis jamais confiant avec Montpellier. J'ai toujours peur et en plus là vous envoyez une belle équipe donc je croise les doigts mais ça va être un bon match, j'en suis sûr. Après, si ça peut te rassurer encore une fois, c'est un peu ce que nous on aimerait, enfin ce qu'on pense, ce qui va se passer / ce qu'on aimerait, donc ça reste que des prévisions. Aussi bien on va faire l'impasse et envoyer tout le monde le plus frais possible en Afrique du Sud, même si Yannick Bruy déteste le mot impasse. La dernière fois qu'il est venu à Montpellier, il a clairement fait une impasse, donc pourquoi pas. Yann, merci beaucoup pour ce petit épisode. T'éviteras de casser ton téléphone ce week-end devant le match. Si jamais il se passe quoi que ce soit, qu'on perd de 20 points, tu éteins la télé et ça nous laisse juste une chance de gagner ce match, d'accord ? Ouais, en plus il me reste que le téléphone du boulot là, je vais éviter quand même. Ouais, tu peux éviter. Ouais. On vous remercie à tous ceux qui nous avaient écoutés jusqu'ici. On vous souhaite une très bonne semaine et un très bon match samedi. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.